Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. C'était une promesse d'Emmanuel Macron pour calmer le mouvement des Gilets jaunes. Le chef de l'État devrait annoncer la suppression de l'ENA incessamment sous peu. À la place, la création d'une autre école. Objectif, avoir des profils plus variés que ceux des énarques actuels, considérés par beaucoup de Français comme déconnectés, privilégiés. La suppression de l'ENA, c'est nécessaire, c'est démago, c'est du gâchis. Faut-il supprimer l'ENA? C'est la question que l'on vous pose ce soir. Sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également voter. Et puis évidemment, 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. C'est le grand débat des vraies voix. Emmanuel Macron va donc annoncer la suppression de l'ENA. L'ENA, on t'adore. Le chef de l'État réunit cet après-midi les plus hauts fonctionnaires français pour leur annoncer une réforme de très grande ampleur. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer entre autres l'ENA. C'est donc une mesure très forte, mais aussi symbolique, qu'Emmanuel Macron s'apprête à dévoiler. Moi je vais vous dire, Victor Hugo a écrit « Quand on ouvre une école, on ferme une prison ». Alors moi je vous dis, fermez l'ENA, vous aurez Guantanamo. Voilà. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le grand débat des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe David, Michel Field qui est avec nous, notre invité Daniel Keller, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Bonsoir Daniel Keller. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous. Alors déjà, comment vous accueillez cette nouvelle? Il n'a pas encore annoncé, Emmanuel Macron, il devrait le faire, la suppression de l'ENA. Il a changé beaucoup de fois d'avis, Emmanuel Macron. Il a voulu la réformer après avoir promis de la supprimer. Puis là, apparemment, donc ça a été acté. On supprime l'ENA. Comment accueillez-vous cette nouvelle, Daniel Keller? Avec consternation. Je crois qu'il faut le dire de façon très, très transparente, avec consternation, parce que, encore une fois, c'est une réponse qui ne répond pas aux problèmes posés. Aujourd'hui, on le voit bien, on est confronté à une administration dans le cadre de la crise sanitaire qui devrait faire preuve de plus d'agilité, de plus de transversalité, mieux répondre aux défis multiformes que cette crise pose. Et incontestablement, il y a des améliorations, des transformations à apporter à l'organisation de l'administration. Ça passe aussi quant à la manière dont on gère les compétences et les cadres de cette administration. Et ce n'est pas en supprimant l'ENA pour créer le lendemain une autre école que l'on va réformer ces problèmes structurels. Mais la France renoue avec ses démons, c'est-à-dire on prétend toujours changer la société par décret. Et 40 ans après le livre de Michel Crozier, on en est toujours au même point. Oui, finalement, au lieu de supprimer l'ENA, et c'est ce qu'il voulait faire au départ, c'était ne pas forcément changer le nom, mais en tout cas la réformer. C'est pas un peu démago, Daniel Keller, de supprimer l'ENA? Il aurait pu simplement réformer l'école comme il l'avait souhaité il y a quelques semaines. Je pense que c'est une mesure très démagogique, mais je crois surtout au fond que l'ENA, c'est une école qui dérange. Parce que, encore une fois, on aura l'occasion de le dire, c'est une école qui doit se transformer, mais la direction en place fait beaucoup et a beaucoup fait depuis 2017. Mais c'est une école qui dérange parce que l'ENA, par son histoire, par son prestige, impose dans les nominations et dans les promotions et les parcours de carrière certaines règles. C'est clair que demain, avec une école inconnue et méconnue, on pourra s'affranchir de certaines de ces règles beaucoup plus facilement, et je crains que ne revienne le vieux temps de la cooptation dont l'ENA était censé nous protéger. Donc je pense qu'il y a République en danger dans une telle décision qui peut effectivement flatter démagogiquement un certain électorat. Mais je crois que nous devons être particulièrement attentifs à une telle décision. Alors avant de donner la parole à Michel Field, Philippe Bilger et Philippe David, j'aimerais qu'on écoute la réaction du sénateur de Vendée, les Républicains, Bruno Retailleau. Écoutez. Le problème, ce n'est pas l'ENA. Le problème, c'est le politique qui doit diriger son administration. Qu'il y ait des privilèges, qu'il faille mettre fin à des privilèges, parce que parfois on en crève en France, des allées et venues entre le public, le privé, où on retrouve les avantages. Oui, mais on a besoin d'une élite. Alors, on a besoin d'une élite, Michel Field. Je ne sais pas si c'est dans ces termes-là que je m'exprimerai, mais en tout cas, on a besoin d'une grande administration de l'État. Et c'est vrai que, pour le coup, la France l'a depuis de
traditionnellement, et on va bientôt célébrer Napoléon, il n'y est pas pour rien. Après, moi, je demande à voir, est-ce que la République est en danger, comme le dit notre interlocuteur? Faut peut-être un petit peu se calmer. Pour l'instant, il va apparaître la naissance d'un institut du service public. Visiblement, c'est la dénomination. Qu'est-ce qui va changer entre ces deux noms? Alors, bon, qu'il y ait un coup de démagogie, d'accord, je crois que c'est indéniable, mais en même temps, si vous voulez, le président Macron, il a répondu à un mouvement sociétal très profond, les Gilets jaunes, que personne n'avait vu venir, et pour lesquels, en effet, l'ENA représentait une sorte de concentré de tout ce qu'il déteste. Alors, sans doute injustement, on a tous rencontré des énarques extrêmement brillants et compétents. On en a rencontré aussi d'incompétents et plein d'une morgue que leur donnait cette grande école. Moi, je crois que c'est beaucoup plus général que l'ENA. C'est la manière dont les grandes institutions de la République n'ont pas su accueillir les changements sociologiques qui sont apparus ces 10, 20, 30 dernières années. On a une fonction publique qui ne ressemble pas au pays. On a un service public de l'audiovisuel qui ne ressemble pas à la diversité du pays. On a moins d'élèves boursiers, comme disait Bourdieu, qui en faisaient déjà l'analyse critique pour l'école et l'université. Il y a moins de fils d'ouvriers aujourd'hui, proportionnellement. Il y a aussi moins d'ouvriers dans les universités qu'il y a 20 ou 30 ans. Voilà, on a une machine d'ascenseur social et de promotion sociale qui est totalement grippée. Et c'est vrai que on ne peut pas être a priori opposé à essayer de réformer ces institutions qui, d'un certain point de vue, ont failli au renouvellement sociologique et profond du pays qu'elles n'ont pas accompagné. Ce que reprochaient les Gilets jaunes et beaucoup de Français, c'est surtout Philippe Bilger, cette déconnexion de la réalité de ces énarques. Et c'est pour ça que dans cette nouvelle école, ce nouvel institut, Emmanuel Macron demande à ce que les élèves fassent plus de terrain. Voilà, je ne sais pas comment ça va se traduire. C'était déjà le cas, d'ailleurs. Je trouve que cette déconnexion était très largement exagérée avant même les Gilets jaunes. L'ENA faisait l'objet d'une vitupération à peu près constante et c'était exaspérant. Et j'avais une personne là à ma gauche qui était un adepte de cette vitupération de l'ENA. Il va sans doute développer de nouveau ça. Mais immédiatement, je trouvais que c'était de la démagogie de la part du président, mais à la réflexion, si j'ai bien lu ce qui se prépare, comme le disait Michel Fils, ça va être un institut du service public, et je quitte un petit peu l'ENA, Philippe, pour aller vers l'ENM, puisque apparemment cette ENM serait intégrée, l'école nationale de la magistrature, serait intégrée dans cet institut des services publics, et pour l'ENM, je crois que ça leur ferait beaucoup de bien, parce que on comprendrait que l'école de la magistrature n'est pas dissociée des services publics en général, et je crois que ça pourrait être un progrès. Mais je comprends Monsieur le Président Keller qui vit ça un petit peu comme une absurdité, dans la mesure où je ne crois pas qu'on va résoudre profondément l'inefficacité des services publics français ou les dangers de la bureaucratie en offrant la tête de l'ENA, si c'est ce qui doit être fait. Philippe David. Alors moi je suis pas un grand fan de l'ENA. J'avais organisé un débat il y a un an justement avec Daniel Keller qui voulait maintenir l'ENA et deux autres énarques, qui voulaient la supprimer et qui voulaient la réformer. Mais moi j'ai l'impression que cette annonce du président de la République, et Daniel Keller va nous répondre, j'ai l'impression que c'est un peu le en même temps, parce que faire la nouvelle école, est-ce que c'est pas faire un Canada Dry de l'ENA finalement, qui va juste changer de nom comme ça? Macron pourra dire, voyez, moi je suis un réformateur, j'ai supprimé l'ENA, mais je vous ai entendu. Je vais quitter Canada Dry pour passer à une marque de ravioli. La pub il y a quelques années, c'était l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. C'était Buitoni, et je me demande si Macron, dans son en même temps, est pas enfin en train de faire ça. Ouais. Bon, c'est une mesure symbolique qu'il devait prendre. Il l'avait promis. Enfin, je sais même pas, faudrait qu'on réécoute. Je sais même pas s'il l'avait vraiment promis et s'il a pas un peu. Il l'avait promis au début, pour répondre aux Gilets jaunes. Mais si je comprends bien, la réforme de l'ENA va être intégrée dans cet institut. Exactement. Exactement. Marie-Christine d'Eure-et-Loir qui est avec nous, 0826 300 300 pour réagir à notre débat. Bonsoir Marie-Christine. Oui, bonjour. Bonsoir à vous. Merci de m'accueillir. Eh bien, écoutez, en préalable, je dois vous avouer avoir été mariée pendant 30 ans avec un énarque.
Donc je crois que je peux en parler en connaissance de cause. J'en ai rencontré évidemment depuis 30 ans beaucoup de brillants énarques. Je dirais qu'ils étaient brillants malgré l'ENA, pour être un petit peu provocatrice. Quant à ceux qui étaient médiocres, eh ben, mon Dieu, ils étaient encore plus médiocres après l'ENA, parce que effectivement, comme l'a dit vos invités, ils sont arrogants, ils sont absolument insupportable. Alors, en ce qui concerne la décision de Macron, je dirais qu'il est égal à lui-même. Encore une fois, c'est du vent, de la com. On change les mots, on change les noms. C'est de la poudre aux yeux. Il ne fait rien. Je cherche le mot, mais oui, c'est une annonce, c'est un effet d'annonce. Oui, exactement. Alors, moi, je pense qu'effectivement, une école de ce type est la bienvenue, si tant est que son programme soit changé. Radicalement, effectivement, il faut que les énarques aient une expérience de la vie, la vraie vie. De la vie des entreprises. C'est en général ce qui est reproché aux énarques. Absolument. Oui, et puis, il y a une autre chose, c'est qu'ils se précipitent dès la sortie de l'ENA dans les cabinets ministériels. Ils n'ont aucune expérience de la vie. C'est des petits coqs arrogants qui décrètent, qui décident, et ils n'y connaissent absolument rien, et ils font faire n'importe quoi. C'est dramatique. Les énarques, des petits coqs arrogants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que madame, vous parlez des énarques en général ou de votre ancien mari en particulier? Non, alors je vous dirais les deux peut-être. Mon mari, qui est décédé malheureusement, était un énarque atypique parce qu'il était issu du monde de l'industrie des tissus. Donc il savait parfaitement ce qu'était une entreprise parce qu'il avait vécu toute sa jeunesse dans ce milieu-là. Mais ils sont peu nombreux dans ce cas-là. Avant que le président Keller réponde à tout cela, il va avoir du mal. Je n'ai pas voulu faire référence à mon frère, qui est un homme que j'ai beaucoup admiré, qui était inspecteur des finances et qui était tout le contraire d'un coq arrogant. Et donc il y a quelque chose d'un peu simpliste dans la manière de mettre en cause les énarques. C'est aberrant. On trouve d'aussi remarquables énarques qu'on en trouve d'insupportables. Et je vais vous faire un aveu, même à l'école de la magistrature, on peut parfois trouver des coqs arrogants. Et les agrégés de philo n'échappent pas non plus. J'imagine bien. Daniel Keller, qui est toujours avec nous, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Tiens, je vais vous faire répondre vous aussi à ce coq arrogant donc de notre auditrice. Je crois que notre auditrice, elle devrait Marie-Christine, elle devrait conseiller le gouvernement parce qu'elle pointe le doigt sur les véritables faiblesses de notre administration, c'est-à-dire un manque de culture de terrain, le fait d'occuper dès la sortie d'une école des postes pour lesquels on n'est pas nécessairement ou immédiatement formé. Et donc je crois qu'il y a une véritable nécessité de revoir les parcours de carrière, la manière dont on gère les compétences, la manière dont on évalue les talents. Et c'est ça qui fait la faiblesse de notre administration. Mais ce n'est pas la responsabilité de l'ENA. L'ENA délivre chaque année 80 futurs hauts fonctionnaires. Après, il faut regarder ce que l'administration en fait. Enfin, sur le changement de nom, je ne verrai pas les États-Unis biffer Harvard, je ne verrai pas le Royaume-Uni rayer d'un trait de plume Oxford et Cambridge. Et je pense que l'ENA, quoi qu'on en pense, c'est une école qui a fait la République d'après-guerre. C'est une école qui est une colonne vertébrale invisible de notre République, quoi qu'en pense Michel Field. Et vouloir la supprimer, ça n'est pas un geste anodin. Et j'ajouterais que les gilets jaunes, ou du moins peut-être n'avons-nous pas rencontré les mêmes, mais ce n'est pas... Moi j'ai eu l'occasion d'animer des débats pendant le grand débat national. Ils ne demandaient pas la suppression de l'ENA. Ils demandaient de faire en sorte que la fin de mois soit moins dure qu'elle n'est C'est vrai qu'ils n'avaient pas des mots tendres pour les énarques dans leurs manifestations, mais à aucun moment ça a été revendiqué officiellement, cette suppression de l'ENA. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Michel va vous répondre, Daniel. Je suis absolument conscient et d'accord avec vous que la haute administration française
française a joué un rôle décisif dans le redressement de la France de l'après-guerre et qu'il n'y aurait pas eu, notamment ces 30 glorieuses dont nous avons bénéficié, s'il n'y avait pas eu cette administration au service de l'État. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a peut-être que le rapport de subordination du politique et de l'administration s'est inversé. Je pense que la haute fonction publique n'avait pas, du temps du général de Gaulle, le pouvoir qu'elle a pris sur les politiques par effet peut-être de consanguinité grandissant. Et puis il y a le thème que je disais tout à l'heure, même si nous ne sommes pas d'accord, c'est que voilà, on a aujourd'hui une haute fonction publique qui ne correspond pas à la diversité du pays aujourd'hui et du coup qui se reproduit dans une sorte d'entre-soi qui, je ne dis pas qu'elle est légitime, mais qui peut faire comprendre. Je voudrais répondre sur ce point. Oui, allez-y, pardon. Je voudrais répondre sur ce point parce qu'on entre à l'ENA quand on est étudiant en moyenne à 25 ans. C'est une école qui recrute à Bac+5. Ça fait longtemps que les fils d'ouvriers ont quitté le système scolaire et universitaire. Hélas. Mais il n'empêche que dans une promotion d'élèves à l'ENA, vous avez 30% de boursiers. C'est peut-être insuffisant, mais ça n'est pas insignifiant. Et j'ajouterais que vous avez très peu d'enfants d'énarques, mais en revanche, vous avez beaucoup d'enfants de profs. Vous avez effectivement 20 à 30% d'enfants de profs. Ce ne sont pas des privilégiés, mais il est vrai que les grandes écoles recrutent beaucoup dans ces milieux sociaux où le capital culturel est très valorisé. Oui, donc l'accusation que l'on fait porter sur l'ENA d'un manque de diversité, je dirais qu'elle est infondée parce que l'ENA n'en est pas responsable. Et j'ajouterais enfin que en recrutant 40 étudiants par an, comment voulez-vous faire de la diversité sociale en recrutant aussi peu d'élèves? C'est-à-dire, encore une fois, on est confronté à une proposition à une décision que prend le président de la République qui ne répond en rien aux défis que l'administration doit relever. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, parce que au final, dans 3-6 mois, dans quelques années, le problème se reposera. Merci Daniel Keller, merci d'avoir débattu avec nous, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir supprimer l'ENA? Vous dites oui à 61% sur notre chaîne YouTube, sur le compte Twitter de Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants pour le clin d'œil des vraies voix. Vous avez un petit creux, Michel Fid, la cette-ci ou ça va? Non, ça va, très bien. Bon, ça tombe bien, on va parler de cassoulet. On va peut-être vous ouvrir l'appétit à vous tous. À tout de suite.